puisqu'on est des francophones et on doit faire des rapprochements avec la terminologie française, la question qu'on peut ou qu'on doit se poser, est-ce que c'est égal, la notion de firqa, est-ce qu'elle est égale à celle de communauté? Alors, je vous pose la question, à votre avis. Est-ce qu'on peut dire facilement, voilà, c'est la communauté. Firqa, c'est la communauté. D'après la définition que j'ai dit, que j'ai déjà avancée. Communauté, c'est trop large en français. Ça ne restreint pas la définition à la dimension religieuse. Absolument. On parle de la communauté des agriculteurs parfois, de la communauté des chasseurs parfois. C'est-à-dire tout groupe qui est réuni autour d'une activité, disons. Pas forcément d'une pensée religieuse. Voilà. Donc la communauté, le terme communauté en français, c'est beaucoup plus large que le terme firqa. Alors, je prends un autre terme connu en français. Le mot secte. Est-ce que ça pourrait jouer ce rôle de firqa, d'après la définition que j'ai avancée? On parle de groupe. En parlant de firqa, est-ce qu'on peut dire firqa est égal à secte? Non, secte c'est plutôt péjoratif. À part ça, même en arabe, on va voir que le mot firqa, c'est devenu un peu péjoratif parce qu'il y a eu des agissements. C'est l'histoire du terme en fait, qui donne cette connotation péjorative. Secte en tant que tel, peut-être pas forcément. Au départ, c'était péjoratif, peut-être. Alors, j'ai entendu une réponse ailleurs. Peut-être le secte, il y a l'idée d'instrumentalisation de la religion derrière. Bon, c'est ça. Et vous avez donc rejoint la définition de Yassine qui dit que c'est péjoratif. Donc vous avez directement saisi cet aspect péjoratif, vous. Mais est-ce que avec firqa, on va voir que c'est pas le cas. Dans une secte, il n'y a qu'un groupe, il n'y en a pas deux. Il y a qu'un groupe de personnes, principalement. Mais qu'est-ce qui définit la différence? C'est-à-dire une secte, c'est aussi un groupe de personnes réunies autour d'une doctrine. C'était deux groupes de personnes. Il y a une idée de marginalisation. C'est un groupe de personnes qui s'est mis à l'écart dans secte, alors que là, ils font partie intégrante de l'ensemble. Et ils servent cet ensemble. Très bien. Voilà. La différence, c'est ici, en fait. Donc, la secte, c'est une firqa marginale, en fait. Ou secrète. Quand on dit marginale, c'est plus large que secret. Parce qu'on peut être marginal sans être secret. Mais on ne peut jamais dire si une secte arrive à devenir majoritaire dans une société, elle perd la définition d'une secte. Par exemple, les évangélistes, à leur départ, apparaissaient comme une secte. Mais est-ce que maintenant, aux États-Unis, ils sont une secte? Ou dans certains pays d'Afrique, on peut parler d'une secte? Je ne pense pas. De toute façon, on ne peut pas traduire, c'est ça l'essentiel, on ne peut pas traduire notre terme, l'objet de notre travail, par le mot secte. Alors, si on ne trouve pas un terme propre à une notion propre
civilisation arabo-musulmane, généralement on conserve le mot. On dira firqa et firaq. Au pluriel, c'est firaq. D'ailleurs, c'est le choix général qui a été fait pour la langue française. Toutes les religions ont eu leur propre injection dans la langue française. Et on trouve maintenant, pour chaque religion, une terminologie importée. Alors, pour un bouddhiste qui, par exemple, qui connaît bien, sait bien qu'est-ce que ça veut dire chakra, alors il ne s'est pas cassé la tête pour chercher un mot français. On l'a carrément importé et c'est devenu un mot francisé. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas la même chose pour ce terme dont l'équivalent français n'est pas évident. Alors, partant de cette définition, donc c'est un groupe de gens réunis autour d'une obédience religieuse. Donc il y a deux éléments dans cette définition. On remarque qu'il y a deux éléments dans cette définition. Donc ce qui définit une firqa, alors pour l'orthographe, ça sera F-I-R-Q-A, puisque le qaf se transforme en Q en français. La firqa donc se définit par deux dimensions. La dimension humaine, donc c'est d'abord un groupe de gens, c'est pas une pensée dans un livre, non. Le support humain est obligatoire. Et la deuxième dimension, c'est la dimension scientifique et spirituelle, c'est-à-dire il doit y avoir un système stable de pensée qui pourrait assurer la stabilité et la pérennité de ce groupement. Parce que ça ne veut rien dire de se réunir dans une réunion pour discuter d'un sujet. Voilà, il y a un groupement humain autour d'une idée. Et par la suite, chacun a sa propre opinion et il se disperse. Ça, on ne parle pas d'une firqa. Mais du moment qu'on s'est mis d'accord, et donc il y a un système de pensée cohérent et stable, on ne va pas le changer toutes les semaines ou même toutes les années, un système de pensée stable autour duquel ce groupement humain se réunit, du moment qu'il y a ça, on parle alors d'une firqa. Donc, il y a combien d'éléments pour récapituler, pour définir une firqa? Premièrement, l'élément humain, le groupement humain. Ça, le premier élément. Deuxièmement, système de pensée. Système de pensée. Troisièmement, comment il doit être caractérisé le système de pensée? Stabilité. Et troisièmement, il doit avoir quelle qualité essentielle? Scientifique. Il doit être fédérateur. Pour que le groupement continue à être ensemble. Il ne doit pas être explosif. Il y a des systèmes de pensée explosifs. Ce qu'on appelle les systèmes ouverts.
vous savez, vous connaissez Roger Garaudy, certainement. C'est un philosophe qui était dans la majeure partie de sa vie marxiste, et était l'un des plus brillants des marxistes français. Au milieu de son parcours, il a découvert, bien sûr, c'est pas lui qui était le seul à découvrir ça, il y a Cornelius Castoriadis aussi, et ce qu'on appelle le groupe des néo-philosophes. Ces gens-là sont se concertés, chacun de sa part, avec les déboires du stalinisme, et leur lucidité qui leur a permis de voir la chute du système soviétique une vingtaine d'années avant sa chute, ou même plus, dans certains cas 30 ans avant. Donc ils ont vu que le marxisme, ça j'emprunte la locution la proposition même de Roger Garaudy. Là, le marxisme est un système ouvert d'hypothèses qui reste à vérifier. Alors, d'abord, c'est un système ouvert, et en plus, qui reste à vérifier. Donc, il ne pourrait pas assurer à ses adeptes une existence en tant qu'être anthropologique, qu'un phénomène social qu'on appellerait firqa. On ne peut pas parler de firqa et de firaq marxistes. Même dans les sociétés les plus conservatrices, où il y a le côté tribal, par exemple au Yémen, le Yémen du Sud a été gouverné par les marxistes pendant plus de deux décennies. Et par la suite, comme si rien n'était. Pourtant, c'est une société tribale. On aurait pu instrumentaliser les liens tribaux et tout ça, mais le marxisme lui-même ne permettait pas ça. C'est un système ouvert d'hypothèses. Donc, regardez, l'essentiel dans le système, puisqu'on est en train de définir une firqa, l'essentiel de ce système, et qu'il soit le contraire d'un système ouvert, donc d'un système non pas fermé, mais d'un système cohérent et conséquent, suffisamment pour assurer la pérennité du groupe. Bien sûr, quand il est évolutif, il a plus de chances de résister aux autres, et de s'imposer, et de faire des expansions quand il est évolutif. Et quand il n'est pas évolutif, il est appelé à se scléroser et donc à se marginaliser. Donc, ce qui fait que certaines firaq deviennent tout à fait marginales, et d'autres centrales, c'est la nature de leur système. Est-ce qu'il est évolutif ou non? Il y a des systèmes de pensée évolutifs et d'autres non. Donc, mais ça n'entre pas dans la définition d'une firqa de toute façon. Là, on entre dans un détail, ou pas dans un détail, dans une seconde phase d'étude, c'est-à-dire de voir quelle est parmi les firaq qui sont vouées à la marginalisation et quels sont les autres qui ont des chances d'occuper le centre de la société et non pas la marge. Et dans notre histoire, on aura les deux.